Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Carlos. Bonjour. On est ici à la Fondation Chile 21, qui est une des fondations partenaires de la Fondation Jean Jaurès à Santiago du Chili. Et on se trouve une semaine, quasiment, après la primaire de la gauche de gouvernement qui rassemblait donc 4 candidats principaux, 4 candidats. Carolina Toa, ancienne ministre de l'Intérieur du Parti pour la démocratie, Janet Jara, la candidate du Parti communiste, Gonzalo Winter, qui est le candidat du Frente Amplio de la coalition de Gabriel Boric, et Jaime Muley, qui était le candidat de la Fédération régionale verte sociale. Ça a été un résultat très intéressant puisque c'est la candidate communiste qui est arrivée en tête de cette coalition, donc qui représentera la gauche de gouvernement pour les futures élections présidentielles, et elle est arrivée en tête avec plus de 30 points par rapport à la candidate social-démocrate Carolina Toa. Carlos, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'était une surprise ce résultat? À vrai dire, ça n'a pas été tout à fait une surprise. Je crois que on pouvait anticiper depuis quelques semaines que c'était Janet Jara qui allait l'emporter. Pour plusieurs raisons. D'une part, je crois qu'elle a été une très bonne candidate. Elle a mis en avant une biographie très attirante. C'est quelqu'un qui vient de très en bas, d'un foyer pauvre. Elle a fait tout un chemin avec énormément de difficultés. Je crois que ça a attiré l'attention des gens. Je crois qu'on ne peut pas surinterpréter cette élection en disant que c'est la victoire du communisme. C'est pas du tout le cas. C'est essentiellement la victoire personnelle de Janet Jara avec sa biographie et aussi le fait, et ça c'est un point très intéressant, qu'elle a été au centre du gouvernement Boric, celle qui, avec la réforme des pensions, a réussi à débloquer une réforme qui était au Parlement depuis 10 ans, sans pouvoir se résoudre. Donc, je dirais biographie, je dirais réforme des pensions, elle a aussi réussi à trouver un accord social et politique autour de la réduction de la journée de travail à 40 heures. Donc, c'est la ministre qui pouvait montrer quelques avances, quelques progrès évidents. Par rapport par contre, Carolina Toa, qui était censée être la favorite, était la ministre de l'Intérieur. Mais elle a pris en charge un dossier trop lourd. Très compliqué. C'est le dossier de la sécurité. Et je crois qu'elle a été très courageuse pour assumer ce défi, le défi d'être candidate. Mais en fait, sa condition de ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité, de l'ordre interne, c'était un fardeau trop lourd pour pouvoir les tenir. Donc, je trouve que ça explique un peu un résultat qui est, à mon avis, c'est pas une surprise. Peut-être la surprise, c'est l'écart. C'est l'écart. C'était difficile de dire que Janet Jara allait arriver à 60%, mais qu'elle allait gagner, ça c'était quelque chose qui était dans l'air. D'accord. C'est quand même surprenant, en tout cas d'un point de vue plutôt international, parce que le Chili, ça reste quand même un pays relativement anticommuniste. Oui, là aussi, il faut faire attention avec l'analyse. Dans cette élection primaire, a participé à peu près un peu moins de 10% de l'univers général qui doit se mobiliser pour l'élection du 16 novembre. C'est tout à fait évident que dans cet univers plus restreint, tout petit peu moins de 10%, les gens, finalement, pour eux, ce n'était pas question que Janet Jara soit communiste. Ce n'était pas quelque chose d'important. On ne sait pas si ça peut se reproduire
au niveau de l'univers complet. Il faut voir. Dans ces cas, dans cet univers, un peu moins de 10% de l'univers général, les caractères personnels, c'est ce qu'on appelle, je sais pas comment on dit en français, attributos. Los attributos blandos. L'importé, c'était la sympathie, en espagnol, c'est la sympathia, la empatía, l'empathie et la cercanía. Et la capacité à être proche à se montrer proche de la population. C'est qui ont été des valeurs qui ont permis qu'elle puisse l'emporter. Donc, c'est pas le communisme qui l'a emporté. Bien sûr. Et il faut dire même un peu plus. Elle l'a emporté contre le Parti communiste. Parce que les dirigeants du Parti communiste, on ne sait pas très bien pourquoi, ils se sont employés à faire des déclarations pendant la campagne qui finalement nuisaient. L'effort que Janet Jara faisait pour se présenter, non pas comme une candidate communiste, mais comme une candidate qui voulait représenter l'ensemble de la centre-gauche. Elle parlait tout le temps du centre-gauche, elle ne parlait pas du communisme. Et alors justement à ce sujet, est-ce qu'elle va pouvoir justement politiquement représenter la centre-gauche? Et est-ce que notamment le Parti pour la démocratie et les partis plutôt proches de la social-démocratie vont se mettre derrière elle et faire front commun? Je crois que c'est une bonne question. Il faut voir. Je crois que jusqu'à dimanche, Janet Jara a montré qu'elle était une formidable candidate. Maintenant, c'est à elle de montrer qu'il a le leadership, qu'il a la capacité de gérer une situation politique nouvelle. Qu'est-ce que ça signifie? Elle doit constituer avec les partis qui l'appuient une véritable coalition. Ce qui n'a pas existé pendant tout le gouvernement Boris. Donc, elle doit former une coalition. Elle doit participer d'une façon ou d'une autre à une négociation très compliquée. C'est la négociation parlementaire. Le 16 novembre, on a une élection présidentielle, mais d'une façon simultanée. On a une élection parlementaire. Or, je suis de l'avis qu'il est fondamental que toutes les forces puissent se présenter de façon unie à l'élection parlementaire. Autrement, on risque d'être mis en minorité dans les futurs parlements. Ça suppose donc de construire une seule liste. Et ça va être un effort très compliqué que finalement on aura besoin de son leadership pour discipliner finalement les différentes forces politiques de façon à ce qu'ils puissent comprendre qu'il y a un intérêt général qui doit être au-dessus des intérêts particuliers des différents partis politiques. Et dans ces cadres, je crois qu'un défi tout à fait fondamental pour elle, c'est de pouvoir maîtriser les désirs légitimes de la part du Parti communiste de profiter de la situation. Moi, je crois que la seule possibilité de constituer autour de Janet Jara une option présidentielle compétitive, c'est qu'il puisse, évoluer vers une position social-démocrate. Si l'option de Janet Jara va être une exception, une option essentiellement communiste, l'affaire est réglée. Ça, c'est la recette parfaite pour la défaite. Pour la catastrophe, d'accord. Pour la catastrophe. Et du côté de la droite chilienne, parce qu'on le sait, la droite chilienne reste quand même très divisée. Il n'y a pas eu de primaire, il n'y en aura pas. On a 4 candidats si on compte en plus. Elle paye les coûts en ce moment. Elle paye les coûts de ne pas avoir fait une élection primaire. Il y a 3 candidats. C'est ça. Et un candidat démocrate chrétien aussi? Pas pour l'instant, on ne sait pas. Pas pour l'instant. Non, en fait, il y a 4 candidats. Il y a Evelyn Matei, il y a Kaiser
il y a José Antonio Cast, c'est un candidat très dangereux d'extrême droite. Il a fait 44% des voix au deuxième tour En et 2021. la dernière élection présidentielle. Et puis il y a Parisi, que c'est quelqu'un qui se présente comme indépendant, mais c'est quand même quelqu'un de droite. D'accord. Et alors, qui va prendre le leadership justement sur cette campagne? Avant, Evelyne Matei était très très bien positionnée. C'est quand même la figure de la droite républicaine classique chilienne. Mais Cast, comme candidat, est en train de se recentrer quand même et est en train de prendre plus au niveau des sondages que Evelyne Matei. Je vois que c'est très intéressant comment ça évolue la situation politique chilienne et de façon extrêmement rapide. Il y a 3 mois, Mm. si on questionnait n'importe qui sur l'élection présidentielle chilienne, on dirait, écoute, il va y avoir 12 tours. Et le 12 tour, ça va se jouer entre Carolina Toa et Evelyn Matei. Carolina Toa n'est plus partie du jeu. Et j'ai l'impression qu'Evelyn Matei risque la même chose. Mm. C'est une candidate qui a été en tête de tous les sondages pendant un an et demi. Mais, dans la mesure où nous nous approchons de l'élection, étant à perdre de l'appui, et finalement, aujourd'hui, elle n'est pas en tête des sondages d'opinion, il va y avoir une dispute, il y a une dispute très forte entre cette droite plus classique et l'extrême droite. J'ai tendance à penser que la position de Cast est une position assez solide. C'est quelqu'un qui a porté, qui est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle précédente, qui a fait 44% des voix au deuxième tour. Donc, il y a pas mal de gens qui ont déjà voté pour lui. Or, il faut savoir une chose. L'élection présidentielle 2025 est différente, est très différente de l'élection présidentielle 2021. 2021, c'était avec un système de vote volontaire. Aujourd'hui, on a un système de vote obligatoire. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a à peu près 70% d'augmentation de l'univers électoral. Des électeurs dont on ne sait pas très bien quel est son comportement. On sait que c'est essentiellement des électeurs volatiles qui n'ont pas une appartenance politique. Donc, pendant ces 4 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, il peut se passer encore beaucoup de choses. D'accord. Ouais, c'est très intéressant. Et alors, quels sont les enjeux de campagne, justement? J'imagine que la droite va quand même beaucoup tabler sur le fait que la représentante à gauche serait une représentante qui est issue du Parti communiste. Mais au-delà de ça, quels sont les enjeux qui vont préoccuper les électeurs et qui vont faire pencher la balance électorale? Moi, je crois qu'il y a tout un débat à partir de la victoire de Janet Jara sur ce que ça peut signifier l'anticommunisme. Il y a des gens qui disent l'anticommunisme c'est quelque chose qui joue de façon très fondamentale, et puis d'autres qui disent dans les conditions actuelles ça n'a aucune influence. Moi, je suis dans cette position intermédiaire. Moi, je crois que pour l'électorat qui participait à l'ancien système du vote obligatoire, qui est un électorat qui a des positions politiques relativement tranchées. Il y a l'effet de l'anticommunisme, c'est quelque chose qui joue. Par contre, dans les nouveaux électeurs, qui sont complètement apolitiques, qui croient que l'anticommunisme, c'est quelque chose, ils ne savent pas très bien qu'est-ce que c'est le communisme. Donc, l'anticommunisme, peut-être qu'il n'a pas énormément de sens. C'est qui explique une partie aussi des résultats de l'élection primaire, dans laquelle essentiellement les jeunes ont voté d'une façon tout à fait massive pour Janet Jara, en se disant l'anticommunisme est quoi, c'est communiste est quoi. Alors, je reviens à ma question, à la question que j'ai posée auparavant, en disant que une chose, c'est ce qui s'est passé dans un univers restreint, un peu moins de 10%, par rapport à ce qui va se passer dans l'univers complet. De toute façon, je vois qu'il faut absolument, et je crois qu'elle l'a dit de façon très claire, que elle
puisse prendre des distances par rapport à sa condition de militante communiste. Je crois qu'en plus, il me semble qu'il va annoncer d'ici quelques jours qu'il suspend sa militance dans le parti. militantisme. Ce qui est des mesures tout à fait correctes. C'est en plus, c'est dans la tradition des centre-gauche, c'est dans la tradition politique chilienne. Parti Suelgo, qui était un ancien démocrate chrétien, au moment qu'il a été désigné candidat à la présidence de la République en 89, on dit en espagnol, l'a congelado, elle a suspendu sa militance au Parti démocrate chrétien. Par contre, dans le même sens, Piñera, il a aussi renoncé, il a aussi suspendu sa militance dans les partis de droite dans lesquels elle militait. Donc, il semble tout à fait normal que Yanez Jara puisse faire de même. Mais je crois que ça suffit pas. Ça, c'est quelque chose de formel qui peut aider. Mais l'essentiel, ça va être sa capacité de constituer une coalition. Une coalition dans laquelle le Parti communiste a naturellement une place, mais cette place ne peut pas être surdimensionnée. Si elle n'est pas capable de contrer, de limiter les aspirations du Parti communiste, ça peut créer une situation très compliquée au sein de cette coalition qui doit être formée. Puis il y a aussi tout un débat autour du programme de gouvernement. Les programmes qu'il a présentés pour l'élection primaire, c'était un programme très faible. Finalement, personne n'a voté pour le programme. Ça, il faut le dire. C'était plutôt une condition légale. Pour s'inscrire dans le système légal chilien, il fallait présenter un programme. Mais c'était un programme 7 pages, un programme très faible. Je crois qu'il va falloir toute une rediscussion très importante, très approfondie. Il faut approfondir les débats sur le programme de façon à avoir quelque chose qui puisse être un programme qui puisse être représentatif de l'ensemble des forces qui vont soutenir la candidature de Yanez Jara. Tout à fait. Et alors justement, selon toi, quels enjeux doit investir ce programme et quels sont les enjeux qui préoccupent la population chilienne? Il y a pas mal de choses qui nous préoccupent. Je crois que le Chili est une question essentielle. Aujourd'hui, l'élection présidentielle va se jouer autour de deux sujets. La croissance économique et la insécurité. C'est un terrain difficile pour la gauche. C'est un terrain beaucoup plus favorable pour la droite. Si on était dans un match de foot, on dirait que la droite joue des locales, avec le thème de la sécurité et le thème de la croissance économique. Le Chili, c'est un pays qui a été très dynamique au début de la transition. On était une espèce de tigre latino-américain on avait une taux de croissance très élevé, 6-7%. Maintenant, on est aux environs à 2%. Donc, ça, c'est une question fondamentale. Et puis, l'autre question fondamentale, c'est l'histoire de l'insécurité. Alors, je crois que là, il faut reconnaître les mérites de Berlusconi, qui a été la ministre de l'Intérieur, qui a débattu à l'élection primaire. Mais il a développé toute une stratégie législative qui permet au Chili, au pays, d'avoir tout un dispositif légal beaucoup plus puissant pour faire face à la délinquance, au crime organisé. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on a aujourd'hui une boîte avec beaucoup plus d'outils légaux que c'est dont disposait le gouvernement au moment d'entrer en fonction en 2022. Et est-ce que la gauche va pouvoir justement mettre à profit et revendiquer ce travail-là qu'a effectué notamment Carolina Toa? Il faut le faire, mais c'est pas facile parce que on est tous les jours bombardé dans les médias par la chronique rouge, les homicides. Donc il y a une espèce de psychose très répandue. Il faut mettre en avant le fait qu'on dispose de capacités légales dont on ne disposait pas auparavant, mais c'est quelque chose qui doit
plutôt montrer ces effets concrets. Parce que autrement, l'idée d'un ensemble de lois, c'est quelque chose de peut-être trop abstrait pour que les gens puissent considérer ça comme quelque chose d'important. Très intéressant. Merci beaucoup, Carlos. Donc, on le rappelle, le premier tour aura lieu en novembre et le deuxième tour, si deuxième tour il y a, aura lieu en décembre. Et la Ça, j'étais sûr. présidente, J'étais c'est sûr qu'il sûr, va y avoir un deuxième tour. voilà. Et la nouvelle présidente ou le nouveau président prendra ses fonctions le 11 mars 2026.